Coucou, c'est Victor. Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Mais c'est pas gratuit à produire. Ça me demande de l'argent, mais surtout énormément de travail qui n'est pas rémunéré. Alors si vous pensez que Comme un poisson dans l'eau apporte quelque chose de positif et que vous voulez qu'on puisse continuer à déconstruire le spécisme ensemble, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez aller sur la page Utip du podcast, dont le lien est en description, et établir un don mensuel ou faire un don ponctuel. Vraiment, même 1 euro, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous 1 euro, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous et de laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch. Et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Aujourd'hui, je reçois Laurent Bec-Chanclan, professeur de psychologie sociale à l'université Grenoble-Alpes et membre senior de l'Institut universitaire de France. Il dirige la Maison des sciences de l'homme Alpes à Grenoble également. C'est un des seuls spécialistes de la psychologie des relations humains-animaux et de la psychologie du spécisme en France. Il a écrit en 2022 un livre passionnant qui fait le tour des recherches en psychologie sur notre rapport ambivalent aux autres animaux. Son livre s'appelle justement « Face aux animaux, nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences » et c'est paru aux éditions Odile Jacob. Comment comprendre pourquoi on a tant de préjugés sur les animaux ? Pourquoi on les dénigre systématiquement ? Pourquoi on est beaucoup plus stressé en voyant souffrir un chat qu'un poisson ? Pourquoi on a tant de facilité à débrancher l'empathie quand les animaux sont très différents de nous ? Et aussi comment expliquer la violence et la domination des humains sur les autres animaux ? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on les mange, pour se déresponsabiliser au point de ne les voir que comme de la nourriture ou de simples objets ? C'est à toutes ces questions que répond Laurent Bec-Chanclan dans son livre, et c'est pour nous en parler que je le reçois dans Comme un poisson dans l'eau. Laurent Bec-Chanclan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir fait de la place dans votre agenda que je sais être très rempli pour venir dans le podcast aujourd'hui parler de vos recherches. Alors vous êtes chercheur en psychologie sociale, peut-être qu'on peut commencer avec une brève explication de ce que c'est la psychologie sociale. Alors, la psychologie sociale, c'est une discipline universitaire qui s'intéresse à la nature sociale de l'individu et notamment à la manière dont autrui influence nos pensées, nos émotions, nos comportements. Voilà, donc c'est finalement l'influence de la présence physique ou bien imaginaire, d'autrui et son influence donc sur nos comportements. Bien sûr, on a toute une tradition de recherche que je pourrais développer ici, mais je pense qu'on aura le temps d'en parler plus longuement. Mais donc, c'est une discipline qui s'est intéressée à de nombreux objets. Et l'un des objets les plus récents, c'est précisément la manière dont nous interagissons avec un groupe qui est le groupe des animaux. Mais alors, comment ça se passe dans un laboratoire de psychologie sociale ? Comment, par exemple, on conçoit une expérience ? Alors, la psychologie sociale, c'est donc une discipline qui s'appuie sur des méthodes de recherche, des méthodes très diversifiées dont l'expérimentation fait partie de ce panel de méthodes. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a par exemple l'enquête, il y a l'entretien, il y a l'analyse d'archives, il y a les suivis de cohortes. Et l'expérimentation, c'est finalement une méthode qui est réalisée dans un contexte plus contrôlé où on va étudier l'influence d'une variable choisie qui est supposée être critique, être importante, sur une mesure qu'on appelle une mesure dépendante, dont l'état va être modifié par la variable manipulée. Donc on va contrôler effectivement l'environnement pour que toute chose étant égale par ailleurs, on puisse déterminer l'influence d'un facteur sur une mesure, que l'on va comparer donc à une mesure contrôle, ou un groupe contrôle si vous voulez. Mmh. Et peut-être que vous pouvez nous parler justement d'une expérience que vous avez faite récemment. C'est une expérience qui implique un poisson.
Oui, alors c'est une expérience qui s'inscrit dans une longue tradition de recherche en psychologie sociale, puisqu'elle essayait de faire avancer la question des facteurs impliqués dans la soumission à l'autorité. Donc, durant les années 60, un psychologue social de Yale, qui s'appelle Stanley Milgram, a voulu justement offrir une nouvelle vision de l'être humain, cherchant à démontrer que n'importe qui, dans les circonstances particulières, pouvait finalement, par pure obéissance à des ordres légitimes, perçus comme tels en tout cas, pouvait se transformer en acteur, agent d'une entreprise destructrice, en tout cas ayant des effets néfastes sur une personne, une victime. En référence, bien sûr, tout cela aux atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Milgram essayait de faire comprendre que pour expliquer justement les atrocités humaines, il n'était pas nécessaire de passer par une conception psychiatrique détraquée finalement des individus ou de renvoyer à une haine particulièrement profonde que les individus auraient les uns pour les autres, mais simplement à des logiques très ordinaires de déférence pour une autorité perçue comme légitime. C'est la fameuse expérience de Milgram, justement, de soumission à l'autorité, à la blouse blanche, voilà, c'est ça. Qui pourrait nous faire des atrocités, voire torturer même un individu. Exactement. En référence à la théorisation de Hannah Arendt, qui justement a développé cette conception de la banalité du mal. Et donc, Milgram s'inscrit dans cette perspective. Et donc, je souhaitais faire une sorte de translation, dans la mesure où il n'y a pas eu d'étude systématique qui a été faite avec des victimes animales. Et donc, mon travail a consisté justement à la fois à tester cette hypothèse d'un état dit agentique, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle l'individu serait soumis de façon aveugle à l'autorité, hypothèse que je conteste en partie. Et j'ai essayé donc de mettre en place un protocole où des personnes, plus de 700 personnes, devaient, dans un cadre donc très précis, administrer un produit toxique en 12 injections à un animal, en réalité un robot. C'était pas un vrai poisson. Oui, c'était pas un vrai poisson, il n'y avait pas de torture impliquée, aucun animal n'a souffert pendant cette expérience. C'est ça, un animal qui avait une apparence très, très réaliste, donc un poisson de 50 cm qui évoluait dans un aquarium d'à peu près 2000 litres, donc face aux participants, qui donc en appuyant sur une console, sur des différents boutons, enclenchait un pouce-seringue motorisé qui envoyait dans l'aquarium des doses croissantes de ce produit toxique. L'idée était que le poisson était présenté comme ayant été préalablement conditionné, réagissant à certains stimuli qui se déclenchaient lorsque les participants appuyaient sur un bouton, notamment des lumières et des bulles. Et on voulait voir si l'administration de ce stimulant nootropique, qui donc allait avoir un effet sur la mémoire du poisson, allait l'amener à se diriger plus fréquemment vers une zone déterminée de l'aquarium. Donc il y avait toute une sorte d'histoire de masquage des buts réels de l'étude, puisque les buts c'était vraiment de comprendre si les personnes allaient aller jusqu'au bout. Sur l'interface était indiquée la probabilité de mort du poisson, donc entre 0% et 100% de probabilité de mort. Et donc, au fur et à mesure que l'expérience avançait, il y avait cette tension, d'autant plus qu'un faux feedback cardiaque du poisson était également produit. Donc, les participants avaient sous les yeux l'oscillation du cœur, des bips de plus en plus erratiques et inquiétants, ce qui faisait qu'il y avait l'induction d'une certaine dose de stress. D'ailleurs, la plupart ont dit que l'expérience était effectivement assez stressante. Et pour illustrer justement le concept d'expérimentation, dans une condition, par exemple, les participants devaient écrire un petit texte par lequel ils manifestaient justement une forme de valorisation de la science. On leur demandait qu'est-ce qui est important dans la science, dans quelle mesure vous sentez-vous proche des scientifiques. Et dans l'autre condition, les participants étaient plutôt amorcés sur une conception plus critique de la science. L'idée étant que lorsque les gens sont amorcés sur une conception pro-scientifique, ils sont encore plus enclins à obéir à l'autorité scientifique qui était présente dans la salle et qui leur demandait de poursuivre l'expérience. Donc les résultats ont montré qu'effectivement, il suffit de rendre plus saillante l'identité scientifique pour que les participants s'y soumettent. Donc c'est pas une soumission aveugle, c'est bien parce que la perception de légitimité est plus ou moins forte et que les buts
qui sont mis en exergue dans l'expérience sont conçus dans la salle expérimentale, mais aussi de manière générale dans les contenus socioculturels dans lesquels les participants ont été socialisés, sont perçus comme légitimes, valorisés, en l'occurrence la santé humaine, par exemple. Ah oui, donc là on voit bien comment on peut introduire des variables dans une expérience de psychologie sociale pour les tester, selon si on fait lire avant un texte plutôt pro-science ou un texte plus critique de la science, et on voit si ça a un impact en fait sur les résultats de est-ce que les personnes vont plus loin dans l'expérience, dans le nombre de doses. Absolument. Et très souvent, on va rajouter des variables plutôt intra-individuelles, par exemple des traits de personnalité qui vont être mesurés avant l'expérience. C'était le cas dans un questionnaire en ligne. Donc justement, les 750 participants ont rempli un questionnaire en ligne par lequel on mesurait leur perception justement de la frontière entre les animaux et les humains. Bon autant vous dire qu'avec votre expérience d'un poisson dans l'aquarium, vous étiez voué à venir comme un poisson dans l'eau un jour ou l'autre. Et je suis ravi de vous recevoir. Alors, c'est absolument parfait. On a posé un peu un cadre qui va nous permettre de plonger dans notre sujet tel un poisson dans la mer. Dans vos recherches, vous vous penchez sur les relations entre les humains et les autres animaux. Et les humains, quand ils sont face aux animaux, c'est le titre de votre ouvrage, Face aux animaux, font preuve d'ambivalence, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, mais aussi de préjugés. Et donc, par exemple, pour mieux comprendre les préjugés, c'est quoi ? C'est qu'on sous-estime systématiquement leur capacité cognitive, leur intelligence, par exemple. Alors, il y a plusieurs natures de préjugés, bien sûr, mais certains préjugés sont, je dirais, transmis par la culture, par les croyances dominantes et qui relèvent d'une forme d'ignorance. Et puis d'autres vont être finalement favorisés par des mécanismes motivationnels qui rendent par cette adhésion plus confortable finalement nos pratiques ordinaires avec les animaux. Donc ça, ce sont des préjugés et des représentations qui sont finalement motivées. C'est-à-dire que l'on va les entretenir pour pouvoir justement maintenir un certain confort cognitif dans nos relations avec les animaux. Par exemple, on va précisément minimiser les capacités cognitives et émotionnelles des animaux parce que le simple fait d'imputer à un être vivant ces capacités nous oblige en quelque sorte à une forme de considération envers cet être vivant. Et donc, lorsque l'on amène des participants à maltraiter un animal, ceux-ci sont motivés à dégrader, à dénigrer, à destituer de dignité finalement cet animal. On peut aussi, tout simplement, et les sociétés le font, favoriser une sorte d'invisibilisation des animaux en faisant que, n'étant pas exposés finalement au sort qui leur est réservé, il n'y a aucune dissonance. Nous ne les voyons pas, nous les évitons, nous les effaçons. Nous effaçons leur animalité et cela suffit à rendre finalement assez confortable et facile la pratique alimentaire, par exemple. Ouais. Alors pour développer sur ce qui peut expliquer un peu les différences, les préjugés, les hiérarchies, est-ce qu'on peut pas penser qu'elles s'enracinent pour la plupart en fait dans l'histoire évolutive, qu'elles relèvent d'une nécessité adaptative de se préoccuper avant tout des individus qui sont comme nous, qui font partie de notre groupe, alors que peut-être les autres représentent plus souvent un danger ou sont en compétition avec nous pour les mêmes ressources. Alors oui, c'est l'idée importante, l'idée de la compétition, c'est-à-dire lorsqu'il y a un sentiment de menace pour des ressources ou bien tout simplement pour sa propre intégrité physique, il y a sécrétion, développement de représentations dévalorisantes de l'antagoniste, de l'adversaire. Et donc bien sûr, si nous avons peur d'une espèce ou d'ailleurs d'un groupe, nous développons des images qui justifient précisément nos craintes et éventuellement de manière préventive nos attaques. Donc c'est vrai que dès qu'il y a concurrence, on va développer des représentations qui sont effectivement des représentations qui peuvent être beaucoup plus hostiles que s'il n'y a pas de concurrence pour des ressources ou bien pas de menace tout simplement. Tout à fait. Et plus les animaux sont différents de nous, plus on les dévalorise. C'est ça, moins on va juger qu'ils sont doués d'intelligence ou de sentience. Alors, la différence, c'est à la fois une donnée, mais elle est également construite en fonction des buts que nous visons. C'est-à-dire, la donnée, c'est que les études qui ont été menées justement sur la perception des animaux et l'empathie que chaque espèce suscite chez nous, des travaux ont été réalisés par exemple par des collègues du Muséum national d'histoire naturelle, testant justement l'hypothèse d'un lien entre la proximité phylogénétique de tels ou tels animaux et l'empathie et
éprouvée pour ceux-ci. Ainsi, on présentait à des participants des paires d'images d'animaux, et les participants devaient dire pour quel animal ils ressentaient de l'empathie et s'il fallait choisir entre l'un des deux, lequel les sauverait, par exemple. Et ce qui est ressorti de cette étude qui a été faite donc, il y a quelques années au Muséum, c'est que les animaux pour lesquels il y avait une distance évolutionnaire plus éloignée, eh bien, suscitaient moins d'empathie, et donc plus finalement, ces animaux-là étaient également, bien sûr, morphologiquement plus éloignés de nous. Il suffit qu'il y ait une ressemblance, quelle qu'elle soit. C'est une loi assez forte du comportement et de la perception humaine, que ce soit effectivement la présence de pattes ou de yeux plutôt que 8. Eh bien, tout cela, ça va favoriser évidemment l'identification et l'empathie. Donc la distance phylogénétique, c'est un point important, et je dirais c'est une donnée assez massive qui fait qu'on aura plus d'empathie évidemment pour un primate que pour une mouche, bien que l'on puisse évidemment la manipuler, c'est-à-dire que l'on peut très bien aussi construire, même avec nos congénères humains, des frontières qui seraient plus fortes qu'avec des animaux. Donc il y a une plasticité, on peut se sentir plus proche de son chien que d'un humain qui n'a pas la même couleur de peau que nous, par exemple. D'accord, donc il y a à la fois une base biologique des différents préjugés ou des différentes formes d'empathie qu'on peut avoir selon la distance évolutive, mais qui est un peu modulée par la culture, par les valeurs, par des facteurs plus sociaux, c'est ça ? C'est ça, et c'est le second point, c'est-à-dire que nous allons construire par la culture des relations qui seront très différentes entre tel ou tel animal, c'est-à-dire que, par exemple, prenons le chat, puisqu'en ce moment il y a un exemple précisément assez poignant d'actualité sur ce chat qui a été écrasé par un train, alors que les détentrices de ce chat avaient averti le conducteur que ce chat se trouvait sur la voie. Eh bien, le chat finalement a été brûlé durant les fêtes médiévales en Europe et en France. Et on a fait le commerce de son pelage jusqu'au 19e siècle, alors qu'aujourd'hui la nourriture pour chat pèse plus d'1 milliard d'euros par an en France. Et donc on voit bien que c'était effectivement l'incarnation d'une déesse durant la période égyptienne. Aujourd'hui, le chat a une place prééminente dans nos foyers, mais il a été aussi consommé, tué pour des besoins alimentaires ou vestimentaires. Le chien aujourd'hui est mangé dans 42 cultures, donc on voit que finalement la culture décide qui mérite l'empathie. C'est vrai des animaux humains ou non humains d'ailleurs. Donc effectivement, il y a l'espèce qui va bien sûr très fortement influencer notre perception de légitimité et d'empathie, mais aussi encore une fois la manière dont on va construire cette proximité, cette distance qui est très plastique. Et puis la troisième variable qui va influencer notre perception des animaux, pourrait-on dire, ce sont des variables plus individuelles, l'expérience personnelle, l'histoire, le genre. Les femmes sont effectivement pour diverses raisons apparemment plus sensibles aux animaux que les hommes. Les idéologies qui nous traversent nous rendent plus ou moins sensibles aux animaux. Donc ces trois éléments, à la fois, donc encore une fois, l'évolution, la culture et des traits individuels, façonnent assez fortement notre perception de tel ou tel animal, et de l'empathie, du soin, de la considération qu'il méritera. Et ça façonne aussi une hiérarchie. Vous parlez d'une échelle socio-zoologique. Donc c'est en fait la hiérarchie à la fois expliquée par la biologie et par les valeurs et par la culture, les sortes de hiérarchie des êtres qu'on forme implicitement. C'est ça, donc qui est effectivement la résultante finalement de l'influence culturelle notamment, laquelle encore une fois est très plastique. À ce titre, c'est pas du tout anodin d'avoir choisi pour votre expérience un poisson, parce qu'en fait c'est un animal qui est le plus souvent très bas dans cette échelle socio-zoologique justement, très bas dans la hiérarchie. Oui, c'était d'ailleurs un peu risqué parce que il aurait pu se produire que la plupart des participants ne voient pas de problème à sacrifier un poisson. C'était le cas d'une 50% à peu près des personnes de mon expérience ont sacrifié l'animal. Malgré, encore une fois, la pression, la tension, avec des raisons, des rationalisations qui étaient assez poignantes. C'est ce que j'essaie de présenter dans la partie plus qualitative de mon ouvrage, où je donne quelques citations des participants qui se justifient. Mais effectivement, c'est un animal qui habite un environnement éloigné, pour lequel on a du mal à s'identifier, puisqu'il est, encore une fois, morphologiquement éloigné de nous. Et puis, je dirais, son exploitation est massive. Donc tout cela concourt à ce qu'il ne jouisse que d'une considération très, très basse. En fait, j'ai l'impression que ça soulève la question de ce qui relève de l'inné ou plutôt de l'acquis dans nos préjugés et dans nos attitudes spécistes
envers les autres animaux? Est-ce que les enfants, par exemple, ont moins de préjugés spécistes? Alors c'est aussi très intéressant de parler des enfants parce qu'ils sont finalement ils sont soumis à des influences culturelles qui vont croissant et effectivement qui au fil de leur développement vont être de plus en plus stabilisées, et les études qui ont été faites sur la façon dont les enfants perçoivent les animaux montrent tout d'abord que les animaux ont une place très importante et très précocement. C'est-à-dire que lorsqu'on présente à des nourrissons des configurations lumineuses qui stimulent le déplacement d'une poule plutôt que des configurations lumineuses qui semblent aléatoires, on voit qu'ils sont plus intéressés parce qu'ils ressemblent à une poule. Dès 7 mois, les réseaux neuronaux qui s'activent sont différents lorsqu'on leur présente des photos de chiens ou de lézards versus d'objets familiers, comme s'il y avait une sorte de câblage précoce ou en tout cas fondamental pour être réceptif aux animaux. Ce que certains appellent, comme Wilson, la biophilie, cette espèce de réceptivité, d'intérêt pour justement le monde animal qui nous entoure et auquel évidemment nous participons. Cette proximité avec les animaux, donc, est très très manifeste chez les enfants, et les études qui justement mesurent la place des animaux, et notamment lorsqu'on met les enfants face à des dilemmes moraux, s'ils doivent choisir entre des humains ou des animaux qui sont en balance lors de ces dilemmes, on constate que tandis que pour les adultes, les animaux sont presque toujours effectivement en deuxième position, pour les enfants c'est beaucoup moins net, c'est-à-dire qu'il y a progressivement une sorte de dévalorisation des animaux par rapport aux humains qui se fait au fil de l'âge. Donc la société finalement nous apprend à hiérarchiser les vivants, et cette hiérarchisation elle est d'autant plus importante que que l'enfant progresse à travers l'âge. Donc effectivement les enfants plus jeunes semblent beaucoup plus attachés aux animaux que les adolescents et les adultes. Oui, il y a par exemple des expériences en psychologie qui ont mis en évidence une forme de transmission des préjugés envers les autres animaux des parents à leurs enfants. C'est ça, on peut mesurer lors d'enquêtes l'adhésion à des représentations spécistes, et on peut constater que, comme pour tous les traits d'ailleurs, que ce soit les goûts musicaux, vestimentaires ou les idéologies, avec un poids plus ou moins important bien sûr, que on constate que la représentation qu'ont les parents des animaux est corrélée à celle qu'ont les enfants. Et ce qui est également intéressant, c'est que l'idéologie hiérarchique des parents, indépendamment des animaux, est également corrélée à des conceptions moins favorables des animaux chez les enfants. Donc on a finalement, je dirais, une sorte d'environnement socio-culturel très général qui prépare à percevoir les animaux d'une façon plus ou moins favorable ou bien plus ou moins instrumentale, inférieure, en fonction, encore une fois, de ces idéologies. Ce qui est intéressant, c'est que la science elle-même n'est pas du tout exempte de ces biais et de ces préjugés envers les autres animaux. Et par exemple, les espèces qui sont les plus proches de nous évolutivement sont aussi celles qui ont été le plus étudiées. Oui, alors là encore une fois, c'est une variable très lourde qui est celle de la similarité qui va porter notre intérêt sur telle ou telle espèce. Et ce que les chercheurs appellent le biais taxonomique, c'est cette tendance justement à s'intéresser plus à des espèces qui sont proches de la nôtre. Il y a par exemple 20 fois plus de publications sur des vertébrés que des invertébrés, alors que les invertébrés sont 26 fois plus nombreux sur Terre. Donc on a finalement on a du vers, des insectes, des poissons qui font l'essentiel de la biomasse, mais pas du tout l'essentiel des publications scientifiques. Donc l'humain s'intéresse à ce qui lui ressemble, et évidemment, malheureusement, c'est très souvent au détriment des espèces qui ne lui ressemblent pas ou peu. Jusque-là dans l'épisode, on parlait surtout des préjugés envers les autres animaux. Donc plutôt ce qui relève des croyances, des jugements, des représentations. Mais il y a évidemment aussi toute une dimension affective et émotionnelle dans notre rapport aux autres animaux. Et j'avais pas mal de questions à poser à Laurent Bec-Chanclan sur ce sujet. Ce qui ressort particulièrement, j'ai l'impression, de vos recherches, c'est à quel point l'empathie, par exemple, que les humaines ont envers les autres animaux, est complètement fluctuante. Vous parlez même d'empathie sélective. Oui, l'empathie, c'est évidemment une disposition humaine fondamentale qui va nous préparer justement à prendre soin d'abord de nos jeunes et puis de nos proches, de nos groupes. C'est effectivement une disposition
qui peut d'ailleurs s'avérer, malgré l'image très favorable qu'elle évoque dans nos discours, qui peut s'avérer finalement un facteur d'injustice, puisque finalement elle porte essentiellement, encore une fois, sur les proches. Elle est porteuse de biais, le biais d'ici et maintenant, c'est-à-dire qu'on va avoir plus d'empathie pour ce qui est face à nous, ce qui est immédiat, par rapport à ce qui semble être plus éloigné, moins ressemblant. Donc il y a quelque chose qui relève d'une sorte d'emprise affective, et à tel point d'ailleurs que certains critiquent fondamentalement l'empathie, considérant que c'est une disposition humaine qui est porteuse également de problèmes. Donc il faudrait la corriger par la justice, justement. Et donc c'est intéressant de voir que... par la froide rationalité masculine. Peut-être pas, mais en tout cas par une forme de détachement de l'ici et maintenant pour prendre en compte un plus grand nombre, puisqu'effectivement l'empathie, encore une fois, est biaisée par ce que l'on a sous les yeux, ou plutôt sous le cœur. Elle est aussi sélective dans le sens où, bien sûr, je l'ai dit, elle va être façonnée par les interactions passées. On aura davantage d'empathie pour des personnes que l'on connaît, des personnes qui sont proches. Donc tout cela va orienter certaines dispositions à aider, par exemple. Mais en même temps, c'est évidemment une ressource énergétique, une ressource psychologique très importante qui va justement mobiliser des comportements altruistes. Et donc l'idéal, ça serait évidemment de faire de l'empathie une disposition qui s'élargissent et qui intersectent avec la justice. C'est bien l'idée, c'est-à-dire que ça soit une disposition qui ne soit pas isolée et, je dirais, enfermée dans l'ici et maintenant et dans les lois de la similarité qui la déterminent, mais qui finalement soit capable d'élargir ses perspectives et sa vision à d'autres personnes et pourquoi pas à d'autres espèces. Donc en fait, c'est pas juste qu'on pense que tel ou tel animal est moins intelligent, mais aussi en fait qu'on va ressentir beaucoup d'affection ou d'empathie pour certains animaux et moins pour d'autres, plus ou moins de stress par exemple, si on voit un animal se faire torturer devant nous selon l'espèce à laquelle il appartient. D'ailleurs, c'est vrai que certains sujets testés, certains participantes de votre expérience étaient plus ou moins stressés en fait, mais certains disaient finalement c'est qu'un poisson. C'est pas comme si c'était un autre animal comme un mammifère. Oui, mais très très explicitement, il y avait une verbalisation des critères que les participants pensaient avoir appliqués. Certains disaient par exemple, de toute façon, moi j'en mange, donc pourquoi est-ce que je serais réticent à le sacrifier pour des buts qui sont bien supérieurs à l'alimentation et qui sont les buts biomédicaux. Certains disaient qu'ils avaient enfant pêché, certains disaient que le poisson, effectivement, c'est une espèce qui est bien loin. Certains insistaient sur le fait que les poissons ne sont peut-être pas aussi sentients. Enfin, c'était pas leur mot, mais c'était un petit peu l'idée que les poissons étaient plus proches du végétal que de l'animal, peut-être. Donc voilà, toutes ces justifications, on ne sait pas bien sûr quel était leur poids réel. En tout cas, c'est des verbalisations. Et précisément, c'est le problème de la psychologie lorsqu'on travaille sur les relations avec d'autres entités, c'est-à-dire la façon dont les gens en parlent, n'est pas forcément ce qui permet de comprendre les facteurs critiques qui déterminent leur comportement vis-à-vis de ce dont ils parlent. Donc c'est pour cela justement qu'il faut observer et expérimenter pour clarifier les choses. Après, dans l'expérience, on a bien sûr un poisson, et un poisson mobilise beaucoup moins d'émotions et d'empathie, je le disais, que d'autres espèces plus proches comme des mammifères. Et des recherches qui ont précisément été menées là-dessus consistaient à présenter à des personnes des animaux qui étaient maltraités. Donc par exemple, effectivement, un faisan, ou bien un primate, et on constate que lorsqu'on mesure le stress par des capteurs physiologiques, notamment de la sudation, qui sont des mesures assez intéressantes parce qu'elles permettent de capter une forme de stress qui ne passe pas par le discours, mais qui passe vraiment par des réactions physiologiques, eh bien, on constatait que les participants stressaient plus, effectivement, lorsqu'ils étaient face à une espèce comme des primates qui étaient maltraités plutôt que face à des espèces qui étaient plus éloignées, comme un crapaud, par exemple. Donc, on voit bien que c'est inscrit en nos corps, finalement, cette réactivité face à la souffrance d'un autrui qui serait plus ou moins proche de nous, toujours une sorte de centration sur nous-mêmes. Et c'est bien compréhensible, puisque finalement, nous sommes un centre de commande et de perception, donc tout est renvoyé, tout est assimilé à nous, mais bien sûr, le travail va consister peut-être à se décentrer, et c'est justement tout le jeu de l'élargissement de l'empathie dont je parlais tout à l'heure. Et quand l'empathie nous manque,
Quand il y a moins d'empathie chez une personne, ça peut avoir des conséquences sur ses comportements et par exemple sur les actes de cruauté ou de violence envers les animaux. Oui, alors, dans l'expérience que j'ai réalisée, on peut considérer que le comportement consistant à intoxiquer un poisson dans un aquarium pour la recherche, c'est un comportement qui manifestement est cruel pour le poisson, même si on considère, pour des raisons culturelles, en tout cas certains, que ce comportement est légitime. Mais effectivement, lorsque l'on mesure le degré d'empathie, alors il y a différents outils pour le faire, mais parmi les outils, il y a des questionnaires qui ont été validés, donc précisément qui permettent de capter quelque chose de l'empathie. Donc, lorsque l'on mesure avant l'expérience en ligne, donc les réponses à différentes questions d'empathie, de mesure d'empathie, on constate que les personnes qui ont un niveau d'empathie plus élevé, qu'elles soient des femmes ou des hommes d'ailleurs, eh bien, seront plus enclines à s'arrêter plus tôt dans l'expérience. Donc, ce trait-là va déterminer le comportement. Ceci étant, le poids statistique explicatif de cette empathie dispositionnelle sur le comportement était relativement modeste. Quoique significatif, il était faible. En tout cas, beaucoup plus faible que, par exemple, la représentation que les gens ont de la valeur morale des espèces. C'est-à-dire, il y avait une mesure également de spécisme, et cette variable-là prédisait beaucoup plus le comportement que l'empathie. D'accord. Et peut-être pas forcément par rapport à cette expérience-là précise, parce que c'est vrai que c'est ouvert à interprétation de savoir si c'est vraiment de la cruauté, mais bon, il y a des actes qui sont reconnus assez consensuellement comme cruels envers les animaux, le fait de les torturer par exemple. Oui, alors on a bien sûr plusieurs entrées pour comprendre la cruauté envers les animaux. La première va consister à identifier des traits psychiatriques qui marqueraient les auteurs de ces actes de sadisme, par exemple. Et donc effectivement, on a beaucoup de travaux. Je crois qu'il y a 96 publications qui ont été rassemblées dans une sorte de méta-analyse, pas dans une revue vétérinaire récemment, et qui montrent qu'il y a un lien entre précisément la maltraitance envers les animaux et la cruauté envers les animaux et des comportements qui sont précisément commis envers des humains, impliquant dans certains cas justement des déficits d'empathie. Donc on voit sur le tableau clinique effectivement d'auteurs d'actes de cruauté envers les animaux, on constate qu'il y a un certain nombre de traits, donc effectivement, des traits qui sont corrélés à des troubles du comportement qui portent sur les animaux, mais aussi sur des humains. Et en cela, il est légitime évidemment d'avoir une approche pathologisante, entre guillemets, des maltraitances animales, c'est-à-dire qu'il y a certains profils de personnalité qui, ayant des déficits d'empathie, des niveaux de psychopathie plus élevés, des troubles du comportement, on a toute une kyrielle finalement de facteurs psychiatriques et de comorbidités qui vont prédire les maltraitances animales. Donc il y a de nombreuses études épidémiologiques qui en font état. Et dans l'étude que j'ai réalisée en Isère il y a quelques années, auprès de 12 500 adolescents scolarisés, il y avait également des mesures qui évaluaient la proximité affective avec leurs parents, par exemple, ou bien leur anxiété, leur dépression. Et clairement, les élèves qui avaient des scores plus défavorables en termes de santé mentale à ces différentes mesures avaient été plus fréquemment auteurs d'actes de maltraitance et de cruauté vis-à-vis de chiens, de chats ou d'autres animaux. Donc on peut effectivement détecter des fragilités psychologiques qui vont prédire des comportements maltraitants envers les animaux, mais aussi, et on l'a bien montré par ailleurs, je le redis, envers des congénères. Donc il y a une forme de pathologisation de ces auteurs de violences, mais il y a aussi sinon autant, voire plus de facteurs socioculturels qui peuvent expliquer ces actes de cruauté, c'est ça ? Absolument. Si l'on veut, je dirais, comprendre les comportements envers les animaux du point de vue des animaux, c'est-à-dire finalement de la victime en quelque sorte, eh bien, dans ce cas-là, au niveau du nombre, la culture évidemment qui légitime cette césure entre l'humanité et les animaux est beaucoup plus active et importante que une forme de pathologisation qui ne touche qu'un petit pourcentage de personnes. On avait dans mon étude, par exemple, autour de 7% d'élèves qui avaient maltraité des animaux. Si l'on considère le point de vue de l'animal, c'est-à-dire l'animal qui va être par exemple dont on va pas forcément brûler les pattes ou bien frapper le corps, mais qu'on va consommer, eh bien là c'est pas 7%, c'est plus de 90% des élèves qui consomment des animaux. Donc bien sûr, on est sur autre chose. Alors le fait de consommer des animaux ne permet pas d'affirmer évidemment que les consommateurs aient des problèmes, aient des déficits psychologiques.
Pas du tout. Pour le coup, c'est une pratique culturelle normale, et donc il serait évidemment complètement illusoire et problématique d'aller chercher des pathologies ou des déficits, que ça soit d'ailleurs pour l'alimentation carnée ou même des pratiques qui peuvent sembler plus brutales comme la chasse. À la mesure où la chasse est finalement une pratique qui est le plus souvent transmise par un grand-père, par un oncle, par des groupes humains à d'autres personnes, on est socialisé à la chasse, et donc il n'est pas nécessaire de chercher chez les auteurs d'actes de violence gratuites et inutiles envers les animaux des traits psychologiques déficitaires. C'est simplement effectivement une légitimation par des pratiques culturelles. Ça suffit finalement à expliquer l'appétence pour des comportements et des usages qui peuvent bien sûr sembler à beaucoup d'entre nous problématiques, pour le dire de façon sobre. Oui. Et donc là, on peut appréhender les cruautés envers les animaux d'un point de vue, encore une fois, psychiatrique, et c'est très important, puisqu'effectivement, lorsque l'on cherche à comprendre les actes de violence grave envers les humains, si on adopte une approche anthropocentrée, eh bien, se baser sur des comportements avec les animaux peut nous aider à comprendre et à prédire peut-être les problèmes qui peuvent se produire, donc du point de vue même de la compréhension psychologique et de la prédiction. Aujourd'hui, la police américaine, par exemple, enregistre lorsqu'il y a des comportements de cruauté envers les animaux, ça fait partie effectivement des données que l'on met de côté, qui pourraient servir par la suite pour comprendre justement les trajectoires délinquantes ou la dangerosité. Mais du point de vue, encore une fois, des animaux, les facteurs socioculturels qui nous amènent à les utiliser pour le spectacle, le loisir, pour l'alimentation, tout cela, bien sûr, a un poids beaucoup plus important. Et encore une fois, en toute innocence pour les usagers, le plus souvent. Et les associations animalistes, précisément, ont ce rôle de mise en évidence, de conscientisation, que la pratique innocente ne l'est plus lorsqu'on est conscient de ce qui se passe. Oui, c'est tout, c'est la société spéciste dans laquelle on baigne qui influence nos attitudes, nos comportements. Et d'ailleurs, votre expérience avec le poisson montre bien que c'est pas du tout une question de sadisme, en fait, des participants, même celles et ceux qui vont jusqu'au bout, jusqu'à tuer le poisson. En fait, c'est pas du tout expliqué par une volonté de faire souffrir le poisson. C'est d'autres facteurs qui expliquent cela, c'est ça? On pourrait même dire que les personnes qui tuent le poisson sont altruistes, dans la mesure où elles surmontent une réticence à blesser un animal, au nom, je dirais, de buts supérieurs qui sont des buts de production de connaissances scientifiques et au-delà de développement de thérapeutique. Donc encore une fois, bien sûr, il y a des traits, alors j'ai évoqué l'empathie, mais encore une fois, l'empathie n'est pas nécessairement la seule valeur sociale. Lorsque un médecin doit vous soigner, eh bien, dans certaines circonstances, il doit supprimer son empathie, même si vous pleurez, pour vous soigner. Donc l'empathie n'est pas la seule valeur qui soit importante pour le bien des personnes. Donc là, les participants, effectivement, je l'ai dit, qui ont moins d'empathie, vont aller plus loin, mais on ne peut pas les considérer que lorsqu'ils tuent le poisson, ils soient frappés évidemment de traits psychologiques problématiques, même si, je le répète, leur vision du monde et leur idéologie les porteront plutôt à hiérarchiser entre humains et animaux, et cette hiérarchisation, elle est corrélée en bonne partie à la manière dont nous construisons les groupes humains les uns par rapport aux autres. Donc de ce côté-là, bien sûr, on voit bien que la vision hiérarchique humain-animal est corrélée, est associée à une vision plus largement hiérarchique entre les groupes sociaux. Alors, allons ouvrir la boîte noire de notre cerveau pour essayer de comprendre quels sont les procédés psychologiques qui peuvent rendre possible soit de la maltraitance envers les animaux ou le fait juste de les manger, de moins les considérer et qui du coup ont pour effet de réduire peut-être la dissonance cognitive. Qu'est-ce qui en fait concrètement permet de débrancher l'empathie, comme vous le dites dans le titre d'un chapitre de votre livre? Je crois que par exemple il y a un phénomène qui est étudié par la psychologie qui est la démentalisation. Oui, alors ça fait partie des mécanismes qui permettent de ne pas accorder de considération et de valeur à un être vivant que l'on est en train de maltraiter. Donc c'est l'idée de lui dénier finalement une vie intérieure, émotionnelle, cognitive, une histoire, une biographie, des buts, de le chosifier, de le réifier, de le minéraliser en quelque sorte, le désanimaliser. Tout cela, bien sûr, je le redis, fait partie des processus qui à la fois sont inertes dans le sens où nos concepts
conceptions des animaux sont différentes. On va par exemple avoir une image de je ne sais pas, du poulpe qui va être un animal sans intérêt, jusqu'à ce que je vois un documentaire qui me rende sensible au fait qu'il a une vie émotionnelle et qu'on peut interagir. Et donc, je ne peux plus considérer de la même manière cet animal. Donc ça, c'est finalement des évolutions qui sont liées à des représentations culturelles, à des savoirs scientifiques. Mais ça ne suffit pas, puisqu'on peut très bien avoir encore une fois des savoirs. On sait effectivement aujourd'hui, plus que jamais, que les animaux que nous consommons éprouvent des sensations, des émotions. Et on n'a jamais autant tué d'animaux pour cela. Donc il y a d'autres facteurs qui vont jouer, effectivement, des facteurs qui vont contribuer à justifier des pratiques de manière compensatoire. Et donc là, c'est la dimension motivée, dynamique, qui fait que pour se justifier, on va finalement accentuer en quelque sorte ce fossé. Il y a des recherches, par exemple, expérimentales qui ont consisté à faire consommer à des personnes des morceaux de viande séchée ou au contraire des noix de cajou, et on voit bien qu'une fois que des personnes ont consommé de la viande séchée, elles sont plus enclines à déprécier, à extraire de leur sphère de morale les vaches, par exemple. Dans une étude qui a été faite par l'un de mes doctorants qui a soutenu sa thèse il y a quelques mois, Kevin Vézirian, on présentait justement à des participants un lapin, une photographie de lapin, après leur avoir fait prendre conscience qu'ils utilisaient des produits pharmaceutiques testés sur des lapins. Et ensuite, on leur disait, voilà, ce lapin, c'est un lapin qui vit dans la forêt, etc. Au contraire, dans une autre condition, c'était un lapin qui allait être utilisé pour la recherche et qui allait être à la fin tué pour cela. Et on leur demandait d'imputer à cet animal des traits internes, donc des émotions, des pensées, etc. Et les personnes qui étaient dans la condition lapin de laboratoire avaient davantage tendance à dénigrer, à dévaloriser, à déprécier les capacités du lapin. Donc on voit bien là que c'est quelque chose qui est très très, je dirais, subtil et adapté finalement à nos buts. Voilà. Donc on a à la fois, encore une fois, des contenus assez statiques qui nous portent à croire que telle ou telle espèce est plus ou moins, entre guillemets, intelligente, sentiente, et puis après des mécanismes motivés qui font qu'on va s'auto-justifier dans nos relations avec eux pour pouvoir justement atteindre une forme de confort, parce qu'il est plus confortable évidemment de ne pas se percevoir comme étant quelqu'un qui porte atteinte à un être vivant sensible. Ah oui, donc en fait nos préjugés peuvent même être justes ou aussi une rationalisation de nos comportements et de nos attitudes. Exactement, c'est d'ailleurs l'une des fonctions, les préjugés qui ont une fonction de justification. D'accord. Un autre procédé psychologique que j'ai trouvé intéressant à vous lire, c'est la dépersonnalisation. C'est le fait d'ôter toute singularité aux animaux, et notamment vous en parlez dans le contexte de l'expérimentation animale, qui est quelque chose de très volontaire. Par exemple, le fait que dans les directives d'expérimentation, il est recommandé de ne pas donner de prénom aux animaux sur lesquels les scientifiques doivent expérimenter, ou même de ne pas utiliser de pronoms, ou de reformuler toutes les formulations qui pourraient indiquer des ressentis subjectifs. C'est ça, tout ce qui permet de se rapprocher de l'état d'objet, d'entité interchangeable, sans, bien sûr, on l'a dit, sans ressenti, mais aussi finalement sans histoire. Ouais. Mais aussi finalement sans biographie et sans but futur, sans aspiration. Tout cela évidemment rend les choses plus faciles, rend les choses plus mécanisables. Et parce qu'effectivement la singularité des animaux les renvoie évidemment à leur valeur. Ouais, d'ailleurs, on voit dans l'expérience avec le poisson, je crois que vous avez certaines participantes qui disaient, quand j'ai vu ses yeux, c'est là que j'ai arrêté, c'est là que je me suis rendu compte que c'était une personne en fait. C'est ça. Les yeux, c'est un site anthropologique vraiment fascinant, puisqu'évidemment, nous leur donnons une importance très élevée. C'est le sens humain que nous valorisons le plus souvent, le plus massivement, le plus fréquemment en tout cas, lorsqu'on évalue finalement le poids donné aux différents canaux sensoriels, les yeux, la vision vraiment est très valorisée chez les humains. Et puis c'est évidemment une interface qui permet de rencontrer la vie intérieure, et donc dès qu'il y a sentiment de fixation, alors c'était bien sûr assez ironique puisque les participants étaient face à des yeux de taxidermistes
donc qui était fixé sur un poisson électronique doté de capteurs et d'une peau en silicone, eh bien les participants qui voient dans ses yeux un être humain, un être vivant, comme eux, et c'est cela qui va les porter à arrêter. Voilà. Donc oui, c'était évidemment très troublant de voir que le regard finalement interroge et transmet une forme de vulnérabilité, mais aussi de proximité. Et c'est quelque chose qui a aussi été expérimenté dans le contexte de la consommation des animaux, non ? Par exemple, si on voit un animal entier avec son visage et sa tête, ou un animal un peu coupé avec juste le corps prêt à être mangé. Oui, alors bien sûr, on peut tout à fait rencontrer des personnes que ça ne dérangera pas d'acheter un animal entier ou de le découper, etc. Oui. Encore une fois, même si par rapport effectivement au passé, la sensibilité contemporaine rend peu difficile l'utilisation, la découpe d'animaux entiers. Alors lorsque l'on prend connaissance évidemment des grands banquets du passé, les animaux étaient présents encore avec leurs toisons, leurs plumes sur les tables. Aujourd'hui, quelque chose qui dégoûterait une partie des convives. Donc c'est encore possible aujourd'hui. D'ailleurs, on voit parfois dans des espaces de vente, des animaux qui sont vendus encore entiers pour la consommation, mais le plus souvent, du point de vue encore une fois de l'industrie, il semble que la solution consistant à désanimaliser justement les animaux qui sont utilisés pour l'alimentation est plus produit moins de réticence, et donc effectivement de voir une forme géométrique rouge neutre sur une barquette de polystyrène, c'est tout sauf un animal. Donc bien sûr, ça éloigne complètement de l'impression qu'on a contribué à alimenter finalement une industrie qui exploite les animaux. Et cette idée justement d'un dégoût qui va résulter du fait de voir un animal entier a été testée par des chercheurs qui montraient justement des animaux sur un plateau, soit avec leur tête, soit au contraire la tête ayant été retirée du corps. On ne voyait que le corps qui avait été cuisiné en quelque sorte. Eh bien, ça suscite bien sûr plus de dégoût et plus d'empathie lorsque l'animal est entier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces émotions et ces réactions face aux animaux entiers, eh bien, font l'objet de variations. C'est-à-dire que les plus jeunes ou les femmes sont plus sensibles encore que les autres à cette singularisation, en tout cas cette présentation d'animaux qui sont entiers. Donc peut-être que c'est un signe d'évolution et que les plus jeunes étant appelés finalement et amenés à faire des choix alimentaires, ça va aussi avoir un impact de modification des pratiques. Oui, comme toujours, en fait, il y a des variables aussi individuelles dans les différences d'empathie, dans les différences de dissonance cognitive. Peut-être un grand type de procédé psychologique qui rendent possible le fait de débrancher l'empathie, c'est ce qu'on appelle en psychologie le désengagement moral. Est-ce que vous pourriez expliquer plus en détail ce que c'est ? Oui, c'est tout simplement considérer que il n'y a pas d'enjeu moral dans la situation à laquelle on est confronté, du fait que la personne ou l'entité qui pourrait être bénéficiaire d'un comportement de soin ou de considération ne relève pas finalement de cette catégorie de considération morale. Elle est hors de la sphère morale individuelle et donc il n'y a pas d'enjeu moral qui soit en présence. Donc il y a pour cela bien sûr plusieurs stratégies qu'on peut mobiliser. Effectivement, on a déjà évoqué le fait que démentaliser, ça va contribuer à désengager moralement puisqu'on va diminuer encore une fois la valeur intrinsèque de la personne par cette démentalisation, l'atténuation de responsabilité, le fait que finalement on va considérer que l'alimentation carnée est nécessaire pour la santé, que tout le monde le fait, que c'est notre nature, c'est l'évolution. Ça c'est des arguments qui évidemment ont une pellicule de moralité ou de justification qui peut suffire à ne pas se sentir responsable de ce que l'on fait. Voilà. Et donc ça va contribuer effectivement également au désengagement moral de l'individu qui considère encore une fois que ces valeurs ne sont pas en jeu lorsqu'il a une pratique alimentaire qui pourrait être problématique. Et est-ce qu'on peut penser que c'est un des enjeux de votre expérience avec le poisson ? Je me souviens d'une des participantes qui disait « c'est contre ma morale, mais je l'ai fait pour la science ». Est-ce que c'est aussi une forme de déresponsabilisation en déférant en fait la responsabilité aux responsables scientifiques de la pièce ? Alors ici, bien sûr, les participants l'ont fait parce qu'il y avait une autorité légitime qui les poussait à le faire, autorité qui, encore une fois, n'est pas n'importe quoi, puisque malgré la mise en cause contemporaine de la science, et on voit bien que la science est interrogée, elle est chahutée, en même temps,
elle fait partie, elle est aujourd'hui encore dans les pays occidentaux l'autorité culturelle la plus valorisée, la plus importante, malgré tout. Et donc, elle fait partie évidemment des références incontournables. Et donc, l'individu qui doit faire un choix va, dans certains cas, effectivement, surmonter une réticence pour servir une valeur à laquelle il adhère dans tous les contextes. Donc ce contexte-là est un contexte particulier, le contexte expérimental, mais si on faisait une enquête à l'extérieur, les participants resteraient évidemment très proches de l'importance de la science. C'est pour cela qu'ils vont renoncer finalement à leur premier élan qui pourrait être de ne pas faire du mal à l'animal, de le préserver. Mais la science est plus importante. Et c'est bien ça, c'est qu'il y a finalement un conflit, un dilemme moral dont font l'expérience les participants. Il y a un conflit de valeurs, la valeur, mais comme encore une fois l'animal face à nous n'est qu'un poisson, eh bien le conflit est résolu en choisissant la science. Si l'animal avait été un chat, je pense que 99% des participants, en tout cas dans les circonstances telles qu'elles étaient mises en scène, auraient choisi le chat. Il aurait fallu augmenter les pressions situationnelles, il aurait fallu faire beaucoup de choses pour avoir un choix de 53% de la science versus pour le chat, par rapport au poisson qui lui par contre évidemment facilitait les choses. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à l'expérience initiale de Milgram qui concluait plutôt à une forme de déresponsabilisation totale, vous en concluez plutôt que en fait, les gens ont conscience et prennent la responsabilité de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, je crois que Milgram a bien sûr partiellement raison en mettant en avant le fait que l'autorité peut nous amener à renoncer à réfléchir, peut nous amener à agir de façon, encore une fois, automatique, mais tout de même jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que dans les recherches milgramiennes, il y a déjà des traces qui nous montrent que les participants ne sont pas des robots qui obéissent aveuglément aux ordres. Lorsqu'on écoute les enregistrements qui sont stockés aux archives de Yale, on peut constater que les participants négocient avec l'expérimentateur, sont pas d'accord, et lorsque l'expérimentateur est de plus en plus directif, il y a de plus en plus de participants qui refusent de participer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une sorte de connivence et de légitimation de l'autorité, ces effets se dissolvent complètement. Donc on n'est pas du tout dans une obéissance aveugle, mais une obéissance qui est encore une fois fondée sur la légitimité. C'est pour cela que on pourrait faire fausse piste en croyant que les gens obéissent sans réfléchir. Bien sûr, la réflexion n'est pas toujours présente, mais au fond, s'ils obéissent, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a un but qui mérite l'obéissance. Et donc là, dans le cas de l'expérience de Milgram, les participants étaient soumis effectivement à l'autorité de la science, mais une autorité qui était déjà présente en dehors du laboratoire. Ils adhéraient déjà à cette autorité avant de venir. L'autorité milgramienne n'a fait qu'amplifier cette autorité déjà présente. C'est pour cela que lorsqu'on cherche à expliquer des faits comme les atrocités nazies durant la Seconde Guerre mondiale en faisant référence à Milgram, je pense qu'on fait un peu erreur, parce que bien sûr, il y a eu des obéissances aveugles, mais il y a eu surtout et d'abord et avant tout une haine culturellement transmise, des enjeux, des événements historiques qui ont favorisé finalement ces mauvais traitements et ce génocide. On peut pas, imputer à l'obéissance aveugle des événements de cette nature. Voilà. Et je pense que dans le cas de l'expérimentation animale, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a bien sûr une obéissance à des procédures, et j'ai essayé d'en rendre compte dans mon livre, mais il y a tout de même, et avant tout, la légitimation d'un principe scientifique auquel j'adhère aussi d'ailleurs. Donc évidemment, c'est en cela que c'est intéressant, c'est que nous adhérons finalement à l'importance de la science, et en même temps, on voit bien qu'elle peut nous faire faire des choses. Donc la question de fond, c'est est-ce que cette légitimation de la science dans cette situation-là est possible? Est-ce que la science peut nous faire faire des choses pour des bonnes raisons? Parce qu'en réalité, lorsqu'on se penche un petit peu sur l'expérimentation animale, on voit bien que le discours scientifique n'est pas toujours utilisé à bon escient, et que on peut faire croire que des pratiques d'expérimentation animale ont des buts scientifiques, alors qu'en fait, les buts qui sont finalement atteints, sans forcément aucun cynisme, ce sont plus des buts, de reproduction, de paradigme, de trajectoire de carrière individuelle, et on n'est pas du tout dans la situation stéréotypée et puis totalement absurde de faut-il sauver le rat ou l'enfant leucémique? Voilà. Donc, encore une fois, le plus souvent, c'est construit de façon totalement erronée comme cela. Alors qu'en fait, évidemment, il y a beaucoup de choses à traiter avant de construire de manière totalement absurde ce dilemme.
Alors un facteur important qui est utilisé en psychologie sociale pour expliquer soit le manque d'empathie, soit certains comportements, c'est le spécisme. Vous l'avez suggéré plus tôt. En fait, le spécisme est devenu une variable scientifique qui est étudiée depuis quelques années par la psychologie. Et notamment, vous avez des collègues qui ont développé même un score de spécisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils ont fait pour atteindre ce score de spécisme ? Oui, alors c'est en fait assez simple, c'est que l'on va repérer dans les contenus culturels des segments de signification qui manifestent finalement ce spécisme. Donc on va formuler des items, des phrases par des questions, et on va mesurer l'adhésion à une série de phrases. L'idée, c'est d'arriver à ce que l'on couvre plusieurs facettes finalement du phénomène, et l'on va ensuite donc à travers donc un questionnaire qui va comporter alors l'échelle de spécisme, elle comporte je crois 6 questions. On va pouvoir mesurer l'adhésion plus ou moins forte à cette représentation culturelle, à cette croyance, à cette conception idéologique qui porte à penser que la valeur morale des animaux est infiniment inférieure à celle des humains, ce qui justifie justement leur utilisation. Donc l'échelle de spécisme, c'est cela, c'est-à-dire mesurer finalement l'adhésion consciente, réfléchie, puisqu'effectivement c'est un questionnaire, donc c'est des mesures qui sont conscientes, alors qu'on peut bien sûr aussi imaginer qu'il y a une adhésion non réfléchie, une adhésion non consciente qui peut également intervenir, qu'il faudrait mesurer autrement. Mais en tout cas, c'est l'adhésion consciente à l'idée que les animaux ont une valeur morale inférieure à celle des humains et que tout est possible finalement au nom des buts humains avec les animaux. Et donc cette mesure-là, elle a été validée par des chercheurs d'Oxford, menés par Lucius Caviola, dans différentes expérimentations qui effectivement ont montré que le score individuel à cette échelle-là prédisait des comportements des individus, par exemple lorsqu'ils doivent choisir entre allouer des ressources à des associations caritatives pro-animales ou pro-humaines. On voit que des personnes qui ont un niveau élevé de spécisme vont massivement allouer des ressources à des associations pro-humaines et pas du tout à des associations pro-animales, par exemple. Et dans mon expérience avec Kevin Vésirian, c'était précisément d'arriver à passer à un niveau comportemental, parce qu'il y a eu très peu d'études qui effectivement ont utilisé cette échelle-là pour prédire le comportement. Alors, ça peut sembler assez simple de montrer que l'attitude d'un individu prédit son comportement, mais en psychologie, en fait, on constate que c'est pas si simple d'arriver précisément à identifier des variables critiques, parce que on peut adhérer à des idées sans forcément qu'elles aient des conséquences directes et immédiate sur des comportements, et donc on était effectivement assez satisfait de constater que cette échelle-là prédit des comportements assez lourds, assez significatifs, c'est-à-dire un comportement d'administration d'un toxique à un être vivant qui est censé en souffrir devant nous. Oui, concrètement, plus on a des attitudes et des croyances spécistes, plus on va aller loin dans les doses plus on va avoir tendance à tuer le poisson en fait. Absolument. Vous tracez une distinction que j'ai trouvée très intéressante entre un spécisme vertical et un spécisme horizontal. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu ? Oui, alors disons, l'idée c'est évidemment quelque chose qui serait à creuser, mais en tout cas on voit bien que c'est une intuition que l'on pourrait peut-être faire avancer entre un spécisme consistant à différencier massivement entre l'humain, cette césure qui le séparerait de l'animal. Donc là, c'est spécisme vertical. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, on a une différenciation qui est alimentée par des torrents, évidemment, de culture et des ressources, je dirais, historiques. Voilà, on a toute une histoire de ce spécisme-là qui s'inscrit, qui coalesce avec les représentations religieuses, avec les enjeux du moment, etc. Donc cette césure-là, elle est évidemment très 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 importante et elle est fascinante à étudier. Et puis après, on a cette différenciation des animaux les uns vis-à-vis des autres qui fait que certains sont considérés et d'autres non, en fonction évidemment encore une fois de leur utilité pour nous. C'est-à-dire que ça renvoie aussi à la valeur qui est dérivée de nos propres systèmes de hiérarchisation des animaux. Donc c'est anthropocentré, bien sûr. Et oui, donc le spécisme horizontal dérive toujours du spécisme plus généralement, c'est ça? Tout à fait. C'est en tout cas une idée que on va effectivement donner plus d'importance à tel animal plutôt que tel autre, parce que il répond à des besoins affectifs ou à des besoins économiques, ou au contraire parce qu'il représente des menaces, parce qu'il est impliqué dans des conflits pour des ressources.
Et donc c'est une hiérarchisation qui fait que certains, évidemment, bénéficient de toute notre attention et surtout de toutes nos ressources, et d'autres, eh bien, au contraire, sont exterminés. Voilà. Et donc pour moi, c'est aussi une façon de décliner le spécisme, mais d'une manière plus comparative entre les animaux. Oui, d'accord. Alors, ce qui est vraiment très notable, je trouve, c'est que les recherches en psychologie sociale viennent en quelque sorte confirmer une idée qu'on a déjà pas mal explorée en fait dans Comme un poisson dans l'eau, qui est celle d'un lien entre spécisme et racisme, sexisme et autres discriminations. Vous écrivez dans votre livre, les personnes qui considèrent les groupes humains de façon inégalitaire appréhendent les relations entre humains et animaux selon la même vision. Oui, alors c'est évidemment un sujet vraiment fascinant de voir qu'il y a une proximité dans les discriminations. Et c'est vrai que si l'on ne regarde pas de près, on pourrait y voir une sorte de slogan idéologique. Mais en réalité, lorsqu'on fait des mesures quantitatives, donc des enquêtes par questionnaire, on voit qu'il y a une corrélation entre ces différentes manières de percevoir des minorités ou des groupes. Et donc les travaux de Christophe D'Hondt, par exemple, qui est chercheur à l'université du Kent et dont je recommanderais l'un des ouvrages, eh bien font partie justement de ceux qui montrent bien que la manière dont se représentent les femmes, la manière dont se représentent les exogroupes, les groupes, les minorités, quelles qu'elles soient, ou les animaux, ces manières-là sont corrélées. Alors, elles sont reliées. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessous? Ça peut être de différentes manières. Ça peut être parce qu'il y a finalement des facteurs qui prédisent les réponses à ces différents questionnaires, des facteurs communs. Donc, je dirais leur corrélation viendrait du fait qu'ils sont causés par des choses similaires. Par exemple, l'orientation pour la dominance sociale, le fait de valoriser la hiérarchie entre les entités humaines. Donc c'est effectivement... Donc c'est de penser qu'il y a des humains qui sont supérieurs à d'autres, voilà. Il y a des hiérarchies naturelles, que c'est normal qu'il y ait ces hiérarchies-là dans la société. Voilà, cette variable-là est très prédictive finalement de la manière dont les personnes répondent à des mesures de spécisme, de racisme ou de discrimination envers différents types de minorités, quels que soient les contextes dans le monde. Et donc on a effectivement des facteurs communs. Donc on ne peut pas dire que par exemple le spécisme provoque ou est provoqué par le sexisme ou par le racisme, mais on peut prétendre que ces trois formes de discrimination résultent de dispositions humaines similaires, c'est-à-dire cette tendance que nous avons à hiérarchiser les groupes en fonction de leurs valeurs que nous leur attribuons. Et en cela, je dirais, on peut considérer que il s'agit de mécanismes qui se ressemblent, qui ont des proximités intimes, puisqu'effectivement, ils manifestent l'attribution d'une plus ou moins grande valeur, qui elle-même, encore une fois, est corrélée à de nombreux facteurs, puisqu'évidemment, on a des mesures idéologiques qui ne sont pas nécessairement spécifiquement liées à la dominance sociale, qui ont également corrèlent avec cela, mais en tout cas, la dominance sociale fait partie des facteurs les plus fortement prédictifs du spécisme, du racisme et du sexisme. D'accord, oui, c'est vrai qu'en psychologie, c'est toujours difficile de passer des corrélations à des explications causales de ce qui serait vraiment la raison in fine de telle ou telle attitude et comportement. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas du tout, les données vont pas du tout dans le sens de l'idée un peu reçue parfois qu'on entend que le spécisme serait en quelque sorte la clé de voûte de toutes les discriminations ou que l'oppression des animaux en fait serait l'explication ultime de toutes les formes de violence dans la société. Disons que c'est une forme de violence parmi d'autres qui manifeste des mécanismes transversaux, effectivement, la domination de minorités, la domination des vulnérables, et je dirais en cela, évidemment, elle nous parle beaucoup de nos capacités à considérer les personnes qui ont des capacités ou bien des identités qui ne se superposent pas aux nôtres. Et donc je dirais que bien sûr c'est un des symptômes les plus évidents, le rapport que nous avons aux animaux, de notre capacité à l'accueil de la différence et au respect d'une forme de dissemblance. Donc je pense qu'effectivement en cela le rapport aux animaux est particulier puisqu'ils sont véritablement à notre merci. Voilà. Ouais. Ceci étant, il est difficile d'affirmer que ce serait la source de toute violence. C'est une des formes les plus fondamentales et les plus multiséculaires certainement, mais la source je ne sais pas.
Et ces liens en fait entre sexisme, racisme, spécisme s'observent à la fois au niveau des attitudes, mais aussi au niveau des comportements et des violences. Par exemple, il y a une corrélation entre les violences exercées envers les animaux et les violences exercées envers les humains. Oui, ça c'est effectivement un fait qui est bien établi, hein, je le disais tout à l'heure, donc on a des méta-analyses sur 96 études publiées il y a quelques années qui montraient qu'on a une corrélation systématique entre les deux. Encore une fois, donc une fois qu'on a corrélation, il faut arriver à clarifier qu'est-ce que ça cache. Oui. Et toujours, pour finir avec ces liens un petit peu entre les différents types de discrimination, vous avez dans un chapitre, vous consacrez une partie sur la question de l'animalisation des humains et des humaines. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que vous en parlez donc l'animalisation comme un puits à mépris. Le dénigrement premier des animaux serait un puits à mépris pour d'autres populations discriminées. Et ça m'a fait penser à ce que disait Kautar Archi dans un épisode récent du podcast où elle parlait justement du puits auquel on charge la barque des populations discriminées humaines en fait. Oui, bien sûr, l'animal, c'est une référence absolue d'indignité, c'est une valeur négative, en tout cas, il va être utilisé comme tel, et donc je dirais c'est la référence qui est la plus fréquemment invoquée pour destituer de leur dignité des groupes humains. Alors on peut bien sûr invoquer aussi la pourriture ou la saleté, bien sûr, mais l'animal fait partie évidemment des références les plus fréquemment constatées dans les violences graves envers certains groupes, parce que précisément peut-être qu'il a une proximité que l'on lui reconnaît plus que d'autres matières, voilà, ou d'autres entités, et donc ça permet quand même d'assimiler de manière plus parlante peut-être que si on faisait référence à simplement de la pourriture. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors, on a très peu de travaux qui le montrent, mais il y a une étude que je trouve assez parlante qui va dans ce sens-là, c'est que dans une étude donc de Christophe D'Hondt, je crois, qui a consisté finalement expérimentalement à atténuer la distance que les gens faisaient entre eux et les animaux. Il a constaté, donc de façon expérimentale, que lorsqu'on diminue cette distance entre soi et les animaux, eh bien, on observe une diminution des préjugés racistes envers différents groupes. Donc, on a comme s'il y avait effectivement une relation fonctionnelle entre les deux. Voilà. Alors, il n'y a qu'une étude, à ma connaissance, qui le montre. Il faudrait évidemment la répliquer, mais ça suggère bien que finalement, ce rapport d'asymétrie, ce rapport de dominance aussi, eh bien, se retrouve sous différentes formes dans ces phénomènes de perception d'un groupe de bas statut. Eh ben, c'est passionnant et j'espère que ces recherches sont vouées à se développer dans les années à venir, qu'on aura plein de choses à apprendre. Est-ce que vous auriez des recommandations pour nous, Laurent Bec-Chanclan ? Alors oui, il y en a de nombreuses. Alors je vais me limiter à 3, donc puisque je crois que ça fait partie des attentes. Voilà, c'est le rituel. Donc peut-être là, j'ai évoqué tout à l'heure les travaux de Christophe D'Hondt de l'Université du Kent. Donc c'est un psychologue social qui fait partie des chercheurs les plus importants aujourd'hui sur les relations humains-animaux au prisme de la psychologie sociale. Donc il a publié en 2020 chez Routledge un livre qui s'appelle Why We Love and Exploit Animals. Donc avec son collègue Gordon Hodson. Donc pourquoi on aime et on exploite les animaux. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai 3 références qui sont en anglais, effectivement. Donc je vous les donnerai. Voilà. Le deuxième ouvrage, c'est plus un classique qui n'est pas, je dirais, peut-être immédiatement concerné par le spécisme, mais dont ces manifestations sont évidentes. C'est un livre qui est vraiment l'un des fondements de la recherche sur les relations humains-animaux, qui est de James Serpell, qui s'appelle In the Company of Animals, qui est publié en 86. Donc dans la compagnie des animaux. Voilà. Et puis, le 3e livre, j'évoque d'ailleurs, j'étais un peu en conversation avec son auteur, qui s'appelle Hal Herzog, qui est l'un des spécialistes des relations humains-animaux, qui s'appelle Some We Love, Some We Hate, Some We Eat. Donc certains qu'on aime, certains qu'on déteste et certains qu'on mange. Voilà, c'est ça. Chez Harper, vraiment un très très beau livre aussi sur notre pensée sélective vis-à-vis des animaux. Donc c'est un livre très très inspirant. Voilà, donc trois ouvrages qui, à mon avis, éclairent bien les relations humains-animaux dans une perspective plutôt historique ou bien psychosociale. Eh ben merci infiniment pour ces recommandations, je les mettrai dans la description et j'invite tout le monde à aller les lire et découvrir qui sont les spécialistes en fait de la psychologie de nos rapports entre les humains et les animaux. Et un grand merci à vous Laurent Bec-Chanclan d'être venu dans Comme un poisson dans l'eau.
Merci beaucoup. Qu'on ne vienne plus nous dire donc que le spécisme est un concept militant qui n'existerait que dans la tête des animalistes. Non, c'est un phénomène étudié par des scientifiques, à la fois par les préjugés, les attitudes qui le définissent, mais aussi relativement au comportement qu'il peut entraîner, et qu'il permet d'expliquer parfois bien mieux que d'autres variables, comme l'empathie, comme c'est le cas dans l'expérience avec le faux poisson. Même si on l'a vu, il y a aussi des liens bien sûr avec la question de l'empathie. Se priver d'utiliser le concept de spécisme, c'est donc, je pense, se condamner à ne pas avoir les outils pour comprendre une grande partie de ce qui explique notre rapport aux autres animaux, et à quel point leur dénigrement et leur oppression sont omniprésentes dans notre société. Il est donc plus que jamais légitime et important de parler de spécisme. Et on va continuer de le faire bien sûr dans ce podcast, ne vous en faites pas. Allez, bisous et à très vite.